Quelque part au-dessus de la Suède, un avion de chasse effectue une mission de combat sans pilote. En mai 2025, un système d'IA, appelé Senator, a pris les commandes d'un Saab Gripen E et a effectué 3 sorties au-delà de la portée visuelle, choisissant comment manœuvrer, quand s'engager et comment gagner un combat aérien, simulé contre un adversaire réel. Cela fera de l'armée de l'air suédoise l'une des plus puissantes et avancées au monde. Mais ce n'est qu'une des raisons de l'importance de ce développement. Plus important encore, c'est cet avion que l'Ukraine s'est désormais engagée à acheter. Et c'est la chose la plus avancée issue de tout ce partenariat. Et il a le potentiel d'arrêter la Russie net dans son élan. Alors, commençons par la machine elle-même, car une fois que nous aurons compris ce qu'est réellement le Gripen E, nous comprendrons pourquoi Moscou a toutes les raisons de s'inquiéter. Le Gripen E est construit autour d'un moteur General Electric F414 qui lui permet d'atteindre une vitesse légèrement supérieure à Mach 2, soit environ 2100 km à l'heure. Il dispose de 10 points d'emport, d'une capacité interne de carburant d'environ 3,75 tonnes, et il peut décoller et atterrir sur une portion d'autoroute publique avec une équipe technique de 6 personnes. Mais les chiffres bruts ne sont pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est ce que le Gripen E transporte à l'intérieur. Au cœur de l'avion se trouve le Leonardo ES-ESO 5 Raven, un radar à antenne active à balayage électronique monté sur une plaque oscillante, ce qui lui permet de déplacer physiquement l'antenne, pour voir plus loin sur les côtés qu'une antenne fixe ne le pourrait. Fixé à côté, on trouve le Skyward G, un système de recherche et de poursuite infrarouge qui permet à l'avion de chasser sans jamais allumer son radar, restant silencieux tout en se constituant une image de la situation aérienne. Et enveloppant toute la cellule, on trouve l'Aresys Electronic Warfare Suite, un ensemble de récepteurs numériques, de brouilleurs et de contrôleurs de l'heure, offrant au pilote une vision à 360 degrés de qui l'observe et les moyens d'aveugler quiconque le fait. Saab a conçu ce chasseur depuis le début pour continuer à se battre même lorsque son radar est dégradé, que sa liaison de données est perturbée et que son GPS est leurré. En d'autres termes, ils l'ont conçu précisément pour l'enfer électromagnétique dans lequel la Russie a transformé l'Est de l'Ukraine. Ce chasseur possède aussi une caractéristique conçue pendant la guerre froide, qui semble parfaitement adaptée à l'Ukraine. Les planificateurs suédois pensaient qu'en cas de guerre, l'URSS bombarderait d'abord leur base aérienne principale. Ils ont donc choisi de ne pas en dépendre. Ils ont créé la doctrine BAS 90, disperser leurs chasseurs sur des portions d'autoroute, les réarmer et ravitailler avec de petites équipes de conscrits, puis les renvoyer au combat depuis des lieux impossibles à cartographier à l'avance. Et cette doctrine les a guidés vers toute la gamme Gripen, aussi bien les anciens modèles C et D que le nouveau modèle E. Ces avions excellents dans cet environnement demandent peu de maintenance, coûtent peu à exploiter, ont un temps de rotation rapide et n'ont pas besoin d'une piste de 2 miles parfaitement entretenue. Pendant longtemps, cette doctrine paraissait une relique de la neutralité suédoise, puis la Russie a passé des années à chercher à détruire les bases aériennes ukrainiennes depuis les airs. Et soudain, un avion conçu pour opérer depuis une route de campagne sans base fixe ressemble moins à une relique et davantage à une prophétie. C'est pourquoi les F-16 ou les Mirage, qui sont des chasseurs admirables en soi, ont eu du mal à avoir un impact décisif en Ukraine. Mais les Gripen E, ayant été conçus autour de cette idée, ont une chance de briller, avec 16 d'entre eux confirmés dans le cadre d'un accord d'achat prévu pour la mi-2026. Cependant, il y a un autre accord, plus important, qui pourrait concerner jusqu'à 150 appareils au cours de la prochaine décennie, ce qui en ferait non seulement un don temporaire, mais aussi une composante à part entière des forces aériennes ukrainiennes. Maintenant, au-delà de ses capacités opérationnelles, parlons des armes qui rendent l'ensemble vraiment létal. Le Gripen E peut emporter jusqu'à 7 missiles MBDA Météor, et le Météor n'est pas un missile air-air ordinaire. La plupart des missiles utilisent un moteur fusée. Ils allument un moteur, brûlent intensément pendant quelques secondes, puis poursuivent sur leur lancée jusqu'à la cible, perdant de l'énergie tout au long du trajet. Le Météor utilise à la place un statoréacteur à poussée régulée, un moteur qui continue de brûler et de pousser jusqu'à l'impact. Il vole à plus de Mach 4. La donnée officielle de MBDA indique une portée supérieure à 200 km, même si c'est un maximum optimiste. La partie qui fait fonctionner toute la fusée, c'est ce qui maintient son moteur allumé, lui donnant ce que le fabricant appelle une zone de non-échappement. Beaucoup plus grande que les missiles Abraham actuels, environ 3 fois plus longue en tir frontal, jusqu'à 6 fois plus en poursuite arrière. C'est le volume de ciel à l'intérieur duquel un pilote ennemi ne peut tout simplement pas distancer le missile, peu importe à quel point il essaie de tourner.
Associer ce missile au radar cité plus tôt et à l'avion. C'est la seule combinaison pouvant défier la puissance aérienne russe en Ukraine. C'est ça, l'accroche. Un seul Gripen, correctement armé, peut repousser un chasseur russe avant même que ce pilote russe ne soit à portée de tir. Et le Météore fait quelque chose de plus subtil que simplement voler loin. Il dispose d'une liaison de données bidirectionnelle permettant au missile et à l'avion de lancement de communiquer en vol. Le chasseur peut actualiser la position de la cible après le tir, utiliser un autre capteur pour guider le missile, ou attaquer une cible non détectée par son radar. En pratique, cela signifie qu'un Gripen peut lancer un météore sur une cible désignée par un autre avion, ou par un radar au sol, tandis que l'appareil lui-même reste silencieux et invisible, sans jamais allumer son propre radar pour révéler sa position. Et le missile n'est pas seulement un missile, mais simplement un nœud dans un réseau. Bien sûr, un avion spectaculaire associé à un missile très moderne n'arrête pas une invasion. Une guerre ne se gagne pas avec la machine la plus impressionnante sur le terrain. Elle s'obtient grâce à ce qu'on ne peut pas facilement photographier, le réseau qui relie toutes les machines. Et la Suède fait justement cela en Ukraine, paquet d'aide après paquet d'aide, depuis plus de 4 ans. Le Gripen n'est que le fer de lance. Alors, prenons du recul et regardons l'ensemble, car la véritable histoire ici n'est pas un avion de chasse, mais tout l'écosystème de l'industrie de la défense. La Suède conçoit son armée depuis des décennies, en partant du principe qu'un jour, elle pourrait devoir affronter un ennemi disposant de bien plus de soldats, de chars et d'avions qu'elle ne pourrait jamais en aligner elle-même. Un petit pays face à un voisin géant. Si ce scénario vous semble familier, c'est justement le but. La Suède n'a jamais cherché à rivaliser arme pour arme face à l'infériorité numérique. C'était de voir en premier, de décider plus vite, et de tout connecter si étroitement qu'une force plus petite pouvait frapper précisément là où ça fait mal, puis disparaître avant que la riposte n'arrive. Cette philosophie est maintenant transmise morceau par morceau à l'Ukraine. Commencez par les yeux, car tout le reste en dépend. En mai 2024, la Suède a annoncé ce qui était alors sa plus importante enveloppe d'aide de toute la guerre, d'une valeur d'environ 13 milliards de couronnes suédoises, et au centre de celui-ci se trouvaient 2 avions appelés ASC 890. À première vue, il n'a rien de remarquable, c'est un Saab 340 à turbopropulseur converti, le genre de petit avion régional qui transportait autrefois des voyageurs d'affaires entre des aéroports provinciaux. Mais Saab l'a vidé et l'a fixé à l'Airy, une antenne IESA qui scrute latéralement sur un arc de 120 degrés de chaque côté du fuselage. Une fois en vol, ce radar peut détecter des cibles de la taille d'un chasseur à une distance comprise entre 300 et 400 km, et il peut suivre jusqu'à 1000 objets dans les airs et 500 à la surface en même temps. Mais le chiffre qui compte vraiment ici, c'est l'angle. Un radar posé au sol est piégé derrière la courbure de la Terre et derrière chaque colline et chaque ligne d'arbres devant lui. Un missile de croisière russe, ou un drone Shahed volant bas, peut se dissimuler dans ses échos du sol jusqu'à être presque sur sa cible. Le ASC 890 vole au-dessus de tout cela et regarde vers le bas. Cette capacité à regarder vers le bas est la raison même de son existence. Face à un ennemi ayant lancé plus de 100 000 drones et des milliers de missiles sur les villes et centrales électriques ukrainiennes, un avion capable de détecter les menaces volant à basse altitude d'emblée n'est pas un luxe. C'est la différence entre une ville qui reçoit 10 minutes d'alerte et une autre qui n'a que 90 secondes. L'avion a été aperçu pour la première fois au-dessus de l'Ukraine en mars 2026, et selon les Ukrainiens, il fournit déjà des données de ciblage au réseau de défense aérienne, avec un épisode largement rapporté lui attribuant le mérite d'avoir aidé un F-16 à abattre un Su-35 russe. Ensuite, il y a les yeux au sol, et c'est là que la famille de radars suédoises prouve son utilité. Les radars Giraffe reçoivent une fraction de l'attention accordée aux batteries Patriot, et c'est une erreur. La Suède a fourni à l'Ukraine plusieurs variantes issues de la gamme Giraffe, et selon le propre ministère de la Défense ukrainien, ces systèmes peuvent détecter des cibles aériennes jusqu'à environ 100 km et jusqu'à 20 km d'altitude selon le modèle. Ces chiffres viennent du gouvernement ukrainien. Partie prenante, considérez-les comme des performances annoncées par l'opérateur, non comme une mesure indépendante. Mais la conception elle-même est importante. La Giraffe porte ce nom en raison d'un mât repliable qui soulève l'antenne au-dessus de la ligne des arbres. Comme une girafe, elle peut voir les cibles basses, lentes et petites qui se dissimulent dans le relief, les missiles de croisière et les drones. Elle actualise son image chaque seconde. Elle se déploie en moins de 10 minutes et se replie en moins de 5, ce qui lui permet d'observer, transmettre ce qu'elle voit et se déplacer avant d'être repérée par un drone russe de contre-batterie. Et surtout, elle continue de fonctionner même en plein brouillage intense.
Ce dernier point est crucial, car c'est précisément dans l'environnement de guerre électronique russe que les radars moins chers deviennent aveugles. Donc la Suède a fourni les yeux à l'armée ukrainienne, mais ils ont aussi besoin des points. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Avant d'y arriver, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité quotidienne sur la guerre et les grands événements. Voyons comment la Suède utilise ses armes pour influencer la guerre en Ukraine. Le premier atout qu'elle a remis est l'Archer, qui est peut-être l'élément le plus impressionnant et dévastateur de tout ce lot. L'Archer est un obusier automoteur de 155 mm, avec un canon de calibre 52 monté sur un châssis articulé 6x6, dérivé d'un porteur Volvo, et tout le système d'armes est automatisé. Un vieil obusier tracté soviétique nécessitait 10 à 12 hommes, alors que l'Archer n'en demande que 3, sans jamais quitter la cabine blindée. Dès qu'une mission de tir est reçue, le véhicule peut s'arrêter, pointer le canon et tirer le premier obus en moins de 30 secondes. Il peut tirer 8 ou 9 obus par minute, avec les 3 premiers en environ 15 secondes, puis il est déjà en train de repartir. Cette rapidité améliore la survie et l'efficacité des opérations de combat. Sur ce champ de bataille, la Russie traque l'artillerie avec des radars de contre-batterie et des drones, et la règle est brutalement simple. Plus longtemps, votre canon reste immobile, plus vite il meurt. L'Archer emploie la tactique désormais bien connue du tir et file, tirant une salve puis disparaissant avant que l'ennemi n'identifie sa position. La portée reste importante. Avec un obus standard, l'Archer peut atteindre une portée d'environ 40 km, et avec l'obus guidé de précision Excalibur, il peut atteindre environ 60 km. Un artilleur qui a passé des années sur un D-20 soviétique, un obusier similaire datant de l'époque soviétique, a qualifié l'Archer d'artillerie de précision. Un seul tir, une destruction. La brigade l'a utilisé pour détruire un canon automoteur russe, comme le confirment des images de drones. La Suède a fait don des premiers exemplaires au début de la guerre, et en 2025, elle a autorisé son agence d'approvisionnement à en acheter 18 de plus spécifiquement pour l'Ukraine, avec une livraison prévue jusqu'en 2026. Le deuxième véhicule est le CV-90, et les soldats qui l'utilisent lui ont donné un surnom qui en dit long. La Bête. La Suède a initialement livré 50 véhicules équipés d'un canon de 40 mm, chacun transportant 3 membres d'équipage et un groupe d'infanterie à l'arrière, protégés par un blindage renforcé contre mines, tirs de petit calibre et grenades. Sur route, il atteint environ 70 km/h, mais les équipages l'adorent surtout pour sa robustesse. La 21e brigade mécanisée d'Ukraine a publié une vidéo montrant des CV-90 encaisser plusieurs frappes de drones FPV et continuer à rouler, attirant ainsi le feu ennemi loin de l'infanterie qui descend à l'arrière. Les unités ukrainiennes l'ont détourné de sa fonction initiale pour en faire une artillerie improvisée. C'est, de loin, l'un des véhicules de combat d'infanterie les plus performants d'Europe, et l'Ukraine s'est entendue avec la Suède pour finir par le fabriquer sur le sol ukrainien. Et puis il y a tout ce qui se cache derrière les systèmes vedettes, tout cet ensemble peu spectaculaire dont une armée dépend réellement. À travers plus de 28 lots, la Suède a envoyé des chars STRV-122, sa propre version au blindage renforcé du Léopard 2.
Elle a envoyé plus de 200 véhicules blindés de transport de troupes chenillées, des missiles RBS-70 pour intercepter drones et hélicoptères, ainsi que des Carl Gustaf sans recul, des milliers de fusils, d'armes anti-chars, des bateaux d'assaut rapides, combat boat 90 pour les rivières et le littoral, des missiles Tao, des munitions, des camions, ainsi que pièces de rechange et formations pour leur fonctionnement. Selon le propre bilan officiel de la Suède, la valeur totale de son soutien militaire à l'Ukraine a atteint environ 128 milliards de couronnes suédoises début 2026, avec une enveloppe supplémentaire de 80 milliards déjà prévue pour 2026 et 2027. Ce n'est pas de la charité donnée au compte-gouttes. C'est une petite nation qui consacre une part importante de sa base industrielle de défense à la survie d'un autre pays. Nous pouvons enfin répondre à la véritable question posée par le titre de cette vidéo. Comment cela pourrait-il vraiment arrêter la Russie? Car ce n'est ni le chasseur, l'obusier, ni une autre machine, mais ce qui se passe lorsqu'elles sont connectées. La Suède comprend cela mieux que presque tous, ayant bâti toute sa doctrine de défense autour de ce principe. L'ADASC 890 orbite à haute altitude au-dessus du centre de l'Ukraine, surveillant ce qui se passe au sol, et il repère un groupe d'avions russes en train de se former pour lancer des bombes planantes. Il transmet ces pistes via la liaison de données. Un radar girafe près du front confirme et affine l'image. Un Gripen E, stationné sur une piste dispersée loin de toute base aérienne ciblable, reçoit le signal, décolle et lance un météore hors de portée de toute riposte efficace du pilote russe, le forçant à faire demi-tour et à fuir avant même de pouvoir larguer ses bombes. En même temps, le réseau ayant guidé le missile indique à un équipage Archer la position d'une batterie russe qui vient de tirer. L'Archer envoie Kobylo un obus de précision, puis se déplace avant que la fumée ne se dissipe. C'est la logique. Et cela vaut la peine de s'y attarder, car c'est vraiment élégant. L'avantage de la Russie dans cette guerre a toujours été la masse. Plus de canons, plus d'avions, plus d'hommes. La réponse de l'Ukraine et de la Suède n'est pas d'égaler la masse, mais d'attaquer la cause plutôt que le symptôme. On ne se contente pas d'abattre les bombes planantes une par une, un jeu épuisant et perdu d'avance. Vous repoussez les avions qui les transportaient, pour que les bombes ne soient jamais lancées. Vous ne vous contentez pas de vous enterrer et d'encaisser l'artillerie. Vous repérez le canon dès qu'il tire et vous le détruisez. Chaque couche vise à permettre à une force plus petite et intelligente de décider et frapper plus vite qu'une force plus grande et moins agile ne puisse réagir. C'est ainsi que la Suède a toujours prévu de survivre face à son voisin bien plus grand, et maintenant l'Ukraine a hérité de ce plan. Et il y a un deuxième avantage caché dans ce partenariat, qui concerne encore plus l'avenir que le présent. Cette relation fonctionne dans les deux sens. L'Ukraine n'est pas seulement un bénéficiaire. Chaque jour, les équipages ukrainiens utilisent dans ces systèmes suédois, dans la guerre la plus intense et la plus saturée technologiquement de ce siècle. Ils combattent contre de la guerre électronique en conditions réelles, des essaims de drones et un ennemi qui s'adapte chaque semaine. Cela génère quelque chose qu'aucun champ d'essai suédois sur Terre ne pourrait jamais produire. Des données de combat réelles sur la façon dont chacune de ces machines se comporte réellement lorsqu'on essaie véritablement de la détruire. La Suède reçoit ces retours, permettant à Saab de détecter et corriger les défauts plus vite qu'avec tout programme en temps de paix. Ce partenariat fournit à la Suède tous les tests nécessaires contre un ennemi qu'elle pensait devoir affronter. Cela peut accélérer le développement, comme vu avec l'Ukraine. Des prototypes créés en quelques mois au lieu de plusieurs années. Bien sûr, tout cela dépend du fait que l'Ukraine parvienne à lancer sa production. Et même dans ce cas, elle mène toujours un combat difficile. Le contrat pour le Gripen E est énorme. Une lettre d'intention portant sur jusqu'à 150 avions, ce qui serait la plus grande exportation de Gripen de l'histoire, et l'un des plus grands contrats d'armement jamais vus en Europe. Mais ces appareils n'arriveront pas demain. Ils devraient commencer à être livrés vers 2030, et cela s'étendra sur toute la décennie. Les modèles C et D pourraient arriver plus tôt, mais ce sont des appareils usagés, peu nombreux à cause de la fatigue des cellules, sans les systèmes qui font la force du modèle E. La Russie, elle, ne restera pas inactive. Elle s'adapte, elle brouille, elle construit, et elle traquera chaque système stratégique de cette liste, surtout les avions d'alerte avancés. Même dans ce cas, l'ampleur du projet est énorme. La Suède et l'Ukraine ont construit une architecture complète, moderne et multicouche de défense aérienne et terrestre. Le chasseur est la partie qui fait la une des journaux. Le système, c'est ce qui fait gagner. Et plus ce partenariat dure, moins il s'agit de la Suède aidant l'Ukraine à survivre à une guerre, et plus il s'agit des deux, ensemble, écrivant le mode d'emploi de la prochaine guerre. Mais la guerre ne se gagnera pas en restant sur la défensive. C'est là qu'intervient la puissance offensive des missiles ukrainiens de longue portée. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour du contenu similaire chaque jour.